Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et ministre des Droits des Femmes. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre aux questions des internautes et des rédactions de Ouest France et de l'Internaute. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, est aussi parmi nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions à Najat Vallaud-Belkacem. Et Michel et moi-même, on va se faire un plaisir de les transmettre à notre invité Najat Vallaud-Belkacem. La défaillance d'un homme ne doit pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la classe politique, a dit François Hollande. Alors si l'affaire Cahuzac est l'affaire du mensonge d'un homme, pourquoi publier tous les patrimoines aujourd'hui de tous les ministres ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on le voit bien, plus la crise économique et sociale s'est creusée et plus le niveau de défiance des Français à l'égard de leurs responsables politiques a suivi. Et donc, il y a une véritable interrogation aujourd'hui. On est passé dans l'ère du soupçon à l'égard des responsables politiques de la part des Français. Et bien que l'affaire Cahuzac soit en effet l'affaire d'un homme seul, cela étant, je vous rappelle qu'elle vient après beaucoup d'autres affaires qui ont émaillé la vie politique ces dernières décennies, eh bien, il est de notre responsabilité aujourd'hui de rétablir un lien de confiance entre les Français et la politique, car nous devons porter un projet politique fort, et pour le porter, nous avons besoin d'avoir la confiance des Français. Alors, ce que vous dites est un petit peu contredit par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui a parlé d'un risque de culpabilité collective. Est-ce que ça ne risque pas finalement d'accréditer l'idée que du tous pourri, enfin, cette idée qu'on redoute tant dans la classe politique ? Ça dépend de la façon dont on le fait. Vraiment, tout dépend de cela. Or, la façon dont on le fait, c'est de la responsabilité à la fois du politique et du pouvoir médiatique. Pourquoi ça dépend de la façon dont on le fait ? Prenez par exemple le politique, en l'occurrence François Hollande. Qu'est-ce qu'il a annoncé dans cette série de réformes ? Il a annoncé des mesures très fortes pour lutter contre la fraude fiscale et contre le blanchiment, puisque c'était ça qui était en cause avec l'affaire de M. Cahuzac. Et il a annoncé des mesures très fortes pour faire une forme de transparence sur la vie politique et encore une fois démontrer en réalité, par la preuve, j'allais dire, aux Français que l'immense majorité de leurs responsables politiques sont honnêtes et ne sont pas mus par l'appât du gain ou la recherche du privilège, mais par un engagement sincère à leur service. Oui. Et donc, ça, c'est la façon dont François Hollande présente les choses. Reste maintenant à savoir la façon dont les médias vont présenter les choses. Si à partir du moment où les déclarations de patrimoine des uns et des autres sont rendues publiques, que les médias prennent leurs responsabilités, j'allais dire simplement en faisant état, mais sans se mettre à la course, à la surenchère, à la comparaison et au soupçon à leur tour, eh bien les choses se passeront bien. Donc il en va de la responsabilité des politiques comme du pouvoir médiatique, encore une fois. Vous voyez par exemple ce matin, la ministre des Personnes âgées divulgue sa fortune. Elle est élevée, elle n'a pas été acquise dans des conditions suspectes ou frauduleuses, mais vu le niveau, ça peut devenir gênant dès lors qu'il faut parler de rigueur, de SMIC, vous voyez. Donc est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à cette transparence ? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution, une commission avec des pouvoirs, etc., enfin des pouvoirs pour poursuivre éventuellement, mais que ça ne soit pas mis en pâture. Bon, d'abord, je voudrais vraiment repréciser une chose ici. Ça n'est pas le fait de posséder des biens ou d'être riche en tant que tel qui est critiquable. Il n'y a rien de critiquable dans le fait d'avoir une fortune personnelle, un héritage, ou même d'avoir travaillé tout au long de sa vie et d'avoir acquis des biens. En revanche, ce qui est critiquable, c'est la façon dont on a pu les obtenir lorsqu'elle est indue et illégitime. C'était l'affaire, concrètement, M. Cahuzac, avec une fraude fiscale avérée. Et puis, ce qui est problématique, c'est que puisse perdurer le soupçon de la part des Français que leurs élus, d'une certaine façon, sont mus par autre chose que par l'intérêt général. Le fait de rendre public un patrimoine important ne va pas mettre à mal l'idée qu'ils sont mus par autre chose que l'intérêt général, dès lors que les responsables politiques dont on parle vont continuer à faire ce qu'ils font déjà, comme le fait Mme Delaunay, comme d'autres, c'est-à-dire travailler sur leurs chantiers respectifs, expliquer les raisons des réformes que nous allons adopter, rappeler la motivation qui est la nôtre, celle de la justice
justice sociale. Au-delà de la question de l'image... Je pense que, non mais simplement pour finir là-dessus, je pense, pour répondre à votre question, que nous ne pouvions pas faire autrement. Bien sûr, il faut renforcer les pouvoirs de la Commission, mais il faut aussi faire en sorte que les Français soient rassurés sur à la fois l'engagement sincère et honnête de leurs élus et sur le fait que ça, quelle que soit leur situation de fortune personnelle, ça ne les déconnecte pas pour autant de la réalité de ce qu'ils vivent. Car c'est ça qu'ils mettent en doute aujourd'hui, c'est la capacité de leurs responsables politiques à comprendre ce qu'ils vivent. Or, le personnel politique, et on va le constater avec ces déclarations de patrimoine rendues publiques, est plus divers que le préjugé qu'on en a souvent. Et Najat on va se Vallaud-Belkacem rendre compte de façon publique qu'il y a de tout, qu'il y a différents types de parcours, qu'il y a différents âges, et que de fait, ces parcours et ces âges font que les responsables actuellement au pouvoir savent bien ce que vivent les Français, sont connectés, et encore une fois, quelle que soit leur Najat situation Vallaud-Belkacem, personnelle. au-delà de l'image que peuvent donner les patrimoines auprès des Français, on vient d'en parler, il y a aussi, se pose aussi la question de l'efficacité. On a une question qui nous est arrivée cette semaine de Greg, et il dit, si Cahuzac était encore ministre, pensez-vous que sa déclaration de patrimoine changerait quoi que ce soit ? D'abord, je viens de le dire, les pouvoirs de la Commission sont renforcés. Enfin, il y aura une haute autorité de déontologie, plus exactement, qui va être mise en place, avec des pouvoirs très forts, et notamment la possibilité d'en référer directement aux services fiscaux pour procéder à toutes les vérifications. Donc oui. Alors, avec ce type de mesures, on a aurait justement évité un autre M. internaute Cahuzac. qui nous demande, dans ce cas-là, pourquoi ne pas aussi rendre public et déclarer auprès de la Commission les déclarations de revenus fiscales, et pour ceux qui y sont assujettis, éventuellement les documents relatifs à l'ISF. Ce matin, le ministre des Relations avec le Parlement, M. Vidalis, a dit que ces documents ne feraient pas partie de la loi de moralisation à venir. Non, il faut distinguer deux choses. D'abord, les gens semblent l'avoir oublié, mais les déclarations d'impôts sont de fait publiques, dans le sens où vous pouvez, vous, citoyens, vous rendre au service des impôts et puis demander à voir la déclaration des impôts de monsieur un tel ou une telle. Donc voilà, pour la publicité, de fait, elle existe déjà de façon relative. Ensuite, ce qu'a dit M. Vidalis, c'est que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est que la déclaration de patrimoine soit publique, parce que c'est un exercice de transparence qui se pratique franchement dans l'immense majorité des pays qui nous entourent. Ça n'a pas entraîné de bouleversement à ce que je sache, simplement peut-être un peu plus de confiance, c'est tout. Maintenant, pour ce qui est des éléments fiscaux qui pourraient aider à établir la vérité et faire en sorte que cette déclaration de patrimoine serve à quelque chose, je vous le redis, la Commission pour la transparence et la haute autorité auront accès à tous ces documents et peuvent d'ores et déjà les demander. Est-ce que cette journée du patrimoine, si je puis me permettre, n'est pas en train d'occulter le vrai sujet, celui qui est de pourchasser la fraude à l'international, d'aller voir dans les comptes offshore, d'aller dans les paradis fiscaux et de savoir où sont logés les fraudeurs. Il ne le faudrait pas, en effet. Il ne le faudrait pas. Moi, je partage un petit peu ce regret avec vous, enfin, si tant est que ce soit un regret que vous exprimez, mais en tout cas, moi, je regrette que l'on ait essentiellement retenu le volet transparence de la série de mesures annoncées par le président de la République la semaine dernière, alors qu'il y a un volet qui me semble finalement plus important encore parce que c'est la racine du mal, qui est de lutter contre les malversations, la finance folle, la fraude fiscale, le blanchiment. Or, ce volet est extrêmement important. N'oubliez pas qu'on met quand même en place un parquet spécifique sur le sujet, qu'on met en place un office central, donc policier, pour mieux poursuivre ce type de malversation. Voilà, donc les moyens sont considérablement renforcés et puis surtout, on va travailler au niveau européen et à l'international pour faire en sorte que les informations soient communiquées de façon beaucoup plus automatique qu'elles ne le sont aujourd'hui, pour éviter les comptes à l'étranger non déclarés. Une dernière question sur la transparence en elle-même. On a des réactions d'internautes par rapport au patrimoine en elle-même et qui donnent des preuves d'une certaine suspicion finalement que ça peut engendrer. Ouais. On a une internaute qui vous demande par exemple si vous percevez toujours une indemnité de conseillère générale du Rhône et une autre qui vous demande comment après 10 mois de salaire de ministre vous ne pouvez déclarer que 25 000 € de patrimoine. Vous l'avez fait la semaine dernière avant que la déclaration soit obligatoire.
D'abord, 25 000 euros, on parle de mon épargne. Donc j'ai 25 000 euros d'épargne, il faut croire que je suis plus consommatrice qu'épargnante. Enfin, vous voyez. Cet internaute en plus faisait une petite pique, il disait qu'il n'espérait pas vous voir au budget. Non mais voilà, tout ça pour dire cette suspicion. Oui, mais vous avez raison, c'est intéressant parce que finalement on retombe sur ce que Michel Urvoy disait à l'instant, c'est-à-dire que les informations, ça dépend ce qu'on en fait. Si on est mal intentionné à l'égard de n'importe quelle information, vous voyez bien, c'est aussi, j'allais dire, les limites du monde virtuel, de Facebook, etc., où les uns et les autres étalent leur intimité. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Ceux qui sont mal intentionnés à l'égard des informations sauront toujours les utiliser à mauvais escient. Maintenant, nous, quel est l'escient auquel on les destinait, ces informations? C'est à lever le doute, encore une fois, d'un certain nombre de Français. Donc la réponse est claire. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à démontrer par cette déclaration de patrimoine, c'est pas que c'est bien ou c'est mal d'avoir tant d'épargne, tant de consommation. 25 000 euros après 10 mois de ministère. Enfin, je veux dire, par ailleurs, je veux dire, on n'a pas à rentrer dans sa vie privée non plus. Voilà, moi j'ai 35 ans, je suis la plus jeune du gouvernement, je n'ai pas eu le temps de me constituer un patrimoine, il n'y a rien de bien surprenant dans tout cela. Je suis à la tête d'une famille, donc j'ai quelques dépenses, mais enfin, je n'ai même pas à m'expliquer de tout cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on cherche à démontrer avec cette publication des patrimoines, c'est qu'on n'a rien volé à personne et on n'a rien volé aux Français. Voilà, on n'a rien volé aux Français. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et d'ailleurs, pour répondre à la deuxième question qui m'était posée, oui, j'ai décidé de conserver un ancrage local. J'ai démissionné du conseil municipal de Lyon et du conseil communautaire. Je suis une élue locale. Je suis arrivée à la politique nationale en étant une élue locale après 10 ans de mandat que j'ai occupé en responsabilité. Donc j'ai démissionné du conseil municipal et du conseil communautaire, j'ai décidé de conserver l'ancrage local du conseil général du Rhône. Je peux rentrer dans les détails de ce que ça me prend comme temps, des responsabilités que j'y consacre. L'indemnité, vous le savez parfaitement, est plafonnée. Donc il va de soi que vous ne touchez pas l'indemnité de ministre plus vos indemnités locales. Il y a un plafonnement qui s'applique à tous les élus, parlementaires, ministres. Donc il n'y a pas de débordement sur ce sujet. Najat Vallaud-Belkacem, comment seront désignés les membres de la haute autorité chargée du contrôle du patrimoine des élus? Elle sera indépendante, donc pardonnez-moi de ne pas rentrer dans les détails parce que tout cela est en cours de calage, mais il y aura vraisemblablement des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes. L'important, c'est que, évidemment, cette autorité soit une autorité administrative indépendante sur laquelle le pouvoir politique ne puisse jamais peser. Alors, en lien avec cette opération moralisation et transparence, il y a la question en débat au Parlement du cumul des mandats. Et il y a la question de la compatibilité entre une profession et l'exercice d'une fonction politique publique. Donc, je voudrais rester sur cette seconde-là pour l'instant. Qu'est-ce qui est incompatible? Qu'est-ce qui est source de conflit d'intérêts? Est-ce que c'est uniquement d'être avocat? Ou est-ce que ça n'est pas tout simplement d'exercer une profession, quelle qu'elle soit? Un agriculteur, il ne va pas regarder le budget agricole comme n'importe qui. Un enseignant ne va pas regarder le budget de l'éducation nationale comme n'importe qui, etc. On peut prendre toutes les professions. Finalement, où s'arrête la liste des incompatibilités entre une profession et un mandat politique? C'est le bon sens qui permet de répondre à cette question. Vous voyez bien qu'au fond, il ne s'agit pas tant de la nature des professions occupées que de la nature des responsabilités occupées dans ces fonctions, enfin dans ces professions, pardon, de la nature des responsabilités occupées dans ces professions qui peut parfois mettre en cause l'impartialité de la personne lorsqu'elle est élue et responsable politique par ailleurs dans les décisions qu'elle a à prendre. Je vous en donne un exemple. Le fait que quelqu'un soit pharmacien, a priori, n'est pas problématique pour avoir des responsabilités politiques par ailleurs. En revanche, le fait que cette même personne travaille dans un poste à responsabilité dans un laboratoire pharmaceutique et qu'il soit parlementaire en même temps, fait peser un soupçon de conflit d'intérêts qui est problématique. Alors justement, mais comment définit-on cette liste-là? Enfin, c'est compliqué, là. Je crois qu'il faut s'en remettre, là, pour le coup, au bon sens des parlementaires qui vont devoir écrire la loi. Donc, il y a des propositions qui vont être faites. Je vous rappelle que le Premier ministre a reçu les présidents de groupe la semaine dernière. Il y a des choses qui nous apparaissent d'évidence. Le fait d'être, par exemple,
avocat et en particulier avocat d'affaires est problématique. Le fait d'être au conseil d'administration de certaines grandes entreprises est problématique. Le fait d'être consultant, donc de faire des affaires avec des grandes entreprises quand par ailleurs on est parlementaire, est problématique. En revanche, pour reprendre votre exemple, il est des activités qui, par définition, ne peuvent pas être interrompues pendant un mandat de parlementaire parce que sinon elles mettent en péril cette activité. Je pense par exemple à une profession agricole. Eh bien, on en a tout à fait conscience et il ne s'agit pas d'interdire aux gens d'avoir une vie professionnelle, enfin d'interdire aux parlementaires d'avoir une vie professionnelle parallèle. Il s'agit juste de dire que lorsque cette vie professionnelle fait courir des risques de conflit d'intérêts, quand il y a un faisceau d'indices très important, or il y en a un sur les trois exemples que j'ai cités, eh bien il vaut mieux la mettre entre parenthèses le temps d'être parlementaire. Il y aura une liste ou pas? Oui, je pense qu'il y aura une liste, c'est l'option sur laquelle nous travaillons. Il y a un métier aussi qui fait débat, c'est Bruno Le Maire, le député UMP Bruno Le Maire qui l'a mis sur le tapis. Il est venu en parler d'ailleurs sur ce plateau, ce sont les fonctionnaires. Lui-même a démissionné de la fonction publique en considérant que c'était incompatible avec sa fonction de parlementaire. Il y a aujourd'hui 185 fonctionnaires et enseignants dans l'Assemblée actuelle, ça fait à peu près 32% des députés. Est-ce que c'est trop? Est-ce que cette fonction doit faire partie de la liste qu'on vient d'évoquer? D'abord, ce qu'il est prévu pour la fonction publique, c'est que par une forme de parallélisme des formes, eh bien, on réclame des fonctionnaires de se mettre en disponibilité le temps qu'ils sont parlementaires. Il reste fonctionnaire. Oui, c'est vrai, mais la mise en disponibilité a pour conséquence que vous ne percevez pas de primes à l'ancienneté, etc. Donc vous n'avez pas une carrière qui continue à se dérouler comme si de rien n'était. Sur la question du conflit d'intérêts, parce qu'on légifère parfois aussi sur les fonctionnaires, sur la fonction publique. Mais la question peut se poser, en effet. Donc c'est une question à creuser. Encore une fois, ça dépend des responsabilités que vous occupez. Mais si vous êtes en disponibilité, entendez-moi bien, quand vous êtes en disponibilité, ça veut dire que vous ne pouvez plus du tout toucher aux affaires, quelle que soit la fonction que vous occupiez auparavant. Un député fonctionnaire peut voter une loi sur la fonction publique. C'est cette question qui se pose. Et bien sûr, tout comme un député, pour le coup, commerçant peut voter, peut voter une loi sur le commerce. La question, c'est celle du conflit d'intérêts. La question, c'est pendant le temps où vous êtes parlementaire, est-ce que vous avez le pouvoir d'influer finalement la décision politique à l'aune d'intérêts privés et particuliers qui sont ceux de votre vie professionnelle parallèle. C'est ça la question. Une question qui reste ouverte pour l'instant, donc. Elle n'est pas simple. Je ne vous dis pas le contraire. Elle n'est vraiment pas simple. Et en même temps, si vous voulez, j'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on parle des conflits d'intérêts et de la nécessité de les prévenir. Je vous rappelle quand même que Martin Hirsch avait mené un travail extrêmement intéressant sur ce sujet qui avait été royalement enterré par Nicolas Sarkozy. C'est que c'est un sujet en effet qui est compliqué, mais en même temps il faut du courage. Et ce dont on a manqué ces 20 dernières années, c'est en effet de courage pour le faire. Voilà. On passe à notre séquence pour contre et on va continuer à parler de l'évolution de la politique et de la nouvelle politique à venir. D'abord, pour contre, la fin du cumul des mandats dès les municipales de 2014. Dans l'absolu, je suis pour. Et en même temps, moi, j'entends bien les arguments juridiques qui sont simples. Vraiment. De toute façon, ce serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Un peu comme les 75%, si vous voulez, pour frapper l'esprit des gens. C'est que les parlementaires qui ont été élus sur un mandat clair de 5 ans ne peuvent pas voir la nature et la durée de leur mandat changer en cours de route. Et donc ça, c'est une règle constitutionnelle. Il faut attendre la fin d'un mandat pour changer les règles qui vont s'appliquer. Regardez par exemple les scrutins locaux qu'on est en train de réformer en ce moment. On attend bien la fin des mandats en cours pour le faire. Donc ce sera 2017. Donc juridiquement, si on veut être borné, j'allais dire, et ne pas courir le risque d'une censure, eh bien c'est plutôt 2017. Mais enfin, vous savez, là encore, la fin du cumul des mandats, ça fait 30 ans qu'on en parle. Qui le fait ? Et on va le présenter très prochainement au Parlement. La promesse sera tenue. C'est une forme de courage. Vraiment, dans tous les sujets, moi je trouve qu'il n'y a qu'à comparer ce qui s'est beaucoup dit sous l'ancien quinquennat et ce qui se fait aujourd'hui. On était dans l'ère de l'incantation auparavant, on est dans l'ère de l'action aujourd'hui. Voilà. Jojo nous dit qu'il y a 37 ministres en France, c'est un peu plus d'ailleurs. 37 ? Non, on est 37. 37. Moins de 20 en Allemagne, est-ce qu'il faut en baisser le nombre ? Moi, si vous voulez, je n'ai pas de religion en la matière. Enfin, ce que je sais,
c'est que tous les gouvernements ont prétendu qu'ils allaient resserrer, faire moins, et que vous vous souvenez, c'est quand même c'est un vieux serpent de mer, ça, avoir moins de ministres. Et de fait, est-ce que ça a des conséquences sur la qualité du travail gouvernemental ? Est-ce que avoir plus ou moins de ministres, il y a des inconvénients à avoir peu de ministres. Vous voulez que je vous les donne, les inconvénients? C'est que par définition, il y a un certain nombre de chantiers qui finissent par apparaître tellement périphériques qu'ils disparaissent. Prenez un ministère comme le mien, par exemple, le ministère des droits des femmes. J'imagine que dans un monde que certains imagineraient idéal, où il y aurait un nombre de ministères resserrés, le ministère des droits des femmes leur paraîtrait périphérique. Or, moi, je peux vous dire aujourd'hui, de l'expérience qui est la mienne depuis 10 mois, que en 25 ans de disparition du ministère des droits des femmes, on a reculé sur les droits des femmes. On a reculé. Eh bien, tous les ministères que vous allez faire disparaître comme ça, en vous disant comme ça nous fait un ministre de moins à payer, je peux vous dire, c'est des chantiers qui ne seront pas traités. Voilà. On va passer aux tensions qui agitent le gouvernement au-delà de l'affaire Cahuzac, évidemment. Dans Le Monde, Arnaud Montebourg a récemment critiqué le sérieux budgétaire, le terme utilisé par François Hollande. Est-ce qu'il y a 2 lignes dans le gouvernement sur le thème du budget? Et est-ce que les 3% de déficit que Pierre Moscovici a rappelé hier comme objectif pour 2014 sont un dogme? Non, il n'y a pas de question de dogme. Encore une fois, ce n'est pas pour faire plaisir à la Commission européenne ou à je ne sais quelle instance extérieure que la France tente de recouvrer et sa souveraineté et financière, et ses marges de manœuvre. Pourquoi est-ce qu'il nous faut récupérer nos marges de manœuvre? Parce que c'est quand même plus possible, et je pense que les Français le comprennent, que le premier budget de l'État aujourd'hui, ce soit le remboursement des intérêts d'emprunt de la dette. Il faut que l'on se donne les moyens d'avoir comme premier budget de l'État l'éducation nationale, comme deuxième budget de l'État la justice, la police, Donc il ne faut etc. pas desserrer les taux, ce que demandent Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, certains autres ministres. Est-ce qu'il faut... Il faut trouver un équilibre, mais justement l'erreur c'est de considérer qu'on a choisi un pied sur lequel danser au détriment du deuxième pied. Non, on marche sur nos 2 jambes. Et l'équilibre à trouver, il est, François Hollande l'explique très bien, il est la nécessité d'une part de redresser nos comptes publics pour pouvoir emprunter à un moindre taux, pour pouvoir être crédible, etc. Et puis, d'autre part, la nécessité de se donner les moyens de relancer la croissance, y compris au niveau européen, d'où cette bataille qui est menée sans arrêt pour faire en sorte que la zone euro en particulier mette les moyens sur la croissance plutôt que sur la rigueur. On voit bien qu'un certain nombre de pays autour de nous en Europe se sont laissés aller à des politiques d'austérité, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons nous. Nous ne faisons pas d'austérité, nous faisons de la crédibilité et du sérieux budgétaire. Est-ce qu'il est normal et opportun, alors que le gouvernement est un peu faible quand même, les sondages ne sont pas bons pour l'exécutif, on voit le Premier ministre se faire exfiltrer d'une réunion du PS parce qu'il y a des manifestants dans la salle, etc. Est-ce que c'est vraiment le moment d'ouvrir un débat interne au gouvernement sur la ligne à conduire? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème d'autorité de l'exécutif sur ses troupes? Écoutez, encore une fois, tout cela est question de lecture. Quand on regarde en toute objectivité la réponse apportée par François Hollande mercredi dernier à la question qui lui est posée sur certains de vos ministres ont exprimé telle ou telle opinion sur la politique économique, la réponse me semble particulièrement claire et faire preuve d'autorité. La politique économique que nous conduisons est une politique économique qui doit être assumée par l'ensemble des membres du gouvernement. Voilà, point. Oui. Donc ça veut dire que cette politique économique qui est faite d'équilibre, peut-être que certains se reconnaissent un peu plus dans la jambe gauche pour le coup et d'autres un peu plus dans la jambe droite, libre à eux, mais en tout cas en termes de portage politique, je peux vous dire que la politique économique que nous conduisons est portée par l'ensemble du gouvernement. Quand on voit une partie du Conseil national du Parti socialiste applaudir les gens de PSA qui ont envahi la salle samedi, on se dit il y a un petit problème au sein de la majorité, non ? Écoutez, j'étais au Conseil national du Parti socialiste. D'abord, plusieurs choses. C'est vrai que Jean-Marc Ayrault a quitté la salle avant que les manifestants n'entrent sur la scène. Donc, cette histoire d'exfiltration, je veux dire, Jean-Marc Ayrault a prononcé son discours, il a écouté le suivant, puis il est parti. Ensuite, les manifestants qui se sont exprimés, moi-même, j'ai pris part aux applaudissements à certains moments de leur discours parce que au fond, on partage leur détresse. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on est la gauche aussi. Donc, on sait bien quelle est... Non, mais c'est vrai, on sait bien quelle est leur souffrance dans l'affaire de PSA.
Simplement, ce qu'ils ne voient pas et ne comprennent pas, et c'est ce que nous leur avons répété et redit, c'est que, le gouvernement est à leur côté depuis le début, que nous avons réussi à éviter les licenciements secs par milliers qui s'annonçaient au mois de juillet dernier, et que 2, il y a eu un accord au sein de PSA entre les organisations syndicales et la direction, un accord signé quand même à 75%. Donc les ouvriers qui étaient là samedi au Conseil national font partie de la minorité qui n'a pas trouvé l'accord à son goût. Mais enfin, à un moment donné, c'est quand même bien la majorité qui l'emporte. Or, dans cet accord, qu'est-ce qu'il est prévu ? Il est prévu qu'une solution soit trouvée de façon individuelle à chacun des salariés pour lui éviter la case Pôle emploi. Vous savez, si ce n'était pas le gouvernement auquel j'appartiens qui s'était relevé les manches pour s'occuper de cette affaire, ça ne se serait pas tout à fait terminé comme cela. Najat Vallaud-Belkacem, on a aussi beaucoup d'internautes, je ne vais pas pouvoir donner les noms de tous, mais qui nous rappellent que vous avez annulé un déplacement à Nantes ce week-end pour des raisons de sécurité, car vous étiez attendu par les opposants du mariage pour tous. Alors c'est assez inhabituel pour un ministre de la République de ne pas pouvoir presque se déplacer librement, si je puis dire. Est-ce que le climat est à ce point dégradé ce week-end ? Il y a notamment Manuel Valls aussi qui a fait face à un comité d'accueil. Bon, d'abord, je peux me déplacer, je me déplace, j'allais dire, allègrement, très régulièrement, une fois tous les 2 jours. Bon, tout cela est vérifiable. Donc, ce déplacement à Nantes était tout de même prévu non, que les choses soient claires. Je crois qu'il ne faut pas mélanger la radicalisation d'un petit groupe d'extrémistes aux méthodes parfaitement illégitimes et même intolérables avec l'État, le climat dans le pays de façon plus générale. Moi, je me déplace extrêmement régulièrement. À Nantes, ce qui s'est passé, très précisément, c'est qu'en effet, il y a quelques jours, la préfecture nous a fait part de ses inquiétudes très fortes sur sa capacité à faire respecter la sécurité, à mon détriment, bien sûr, mais aussi au détriment, j'allais dire, Votre sécurité était vraiment menacée, selon les informations dont vous disposez ? À mon détriment donc, mais aussi au détriment des spectateurs qui venaient assister aux rencontres du Nouvel Observateur, puisque c'est de cela qu'il s'agissait. Et à un moment donné, il faut prendre la décision, évidemment, en toute connaissance de cause, de savoir si vous mettez en péril la sécurité de tout le monde en vous obstinant, ou si vous acceptez finalement que l'expression se fera autrement ailleurs plus tard. Dérives. Vous parlez de dérives extrémistes, de petits groupuscules. La question, c'est celle, en effet, de la nature de ces dérives, de ces débordements et de ce qu'on peut accepter ou pas. Moi, je vous le dis très simplement, on est dans un pays, dans une république démocratique. Les débats ont lieu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ils ont lieu, ils se clôturent par un vote. J'entends qu'on remet en cause, un certain nombre de manifestants de la Manif pour tous remettent en cause le vote à main levée au Sénat, pratique pourtant traditionnelle, qui ne porte nullement atteinte au choix des uns et des autres. Au contraire, pour le coup, leurs choix sont parfaitement publics. Moi, je vous dis, on ne remet pas impunément en cause les règles de fonctionnement démocratique. On ne dit pas qu'on va faire prévaloir la rue sur le vote qui a eu lieu au sein de l'Assemblée nationale. Une accélération devant un tel... Car c'est ça qui conduit aux excès que l'on retrouve ensuite, soit de façon virtuelle sur Internet, et on les connaît bien, qui parfois vont même jusqu'aux appels, pas seulement à la haine, même au meurtre. Enfin, vous voyez bien la nature de ce qui circule. Mais justement, devant une telle crispation, est-ce qu'il fallait accélérer le calendrier ? Est-ce que ça ne donne pas l'impression, justement, de vouloir les squeezer et est-ce que ça ne met pas de l'huile sur le feu ? Moi, je crois qu'il faut vraiment, c'est l'efficacité qui doit prévaloir maintenant. L'efficacité. On a la possibilité d'en finir plus vite avec cet examen parlementaire, alors faisons-le. Il est temps d'en finir avec ce débat parlementaire. Il est vraiment grand temps. Tous les arguments ont été échangés. C'est pas comme si il restait des arguments nouveaux qu'on n'aurait pas entendus. Vous aviez sous-estimé la difficulté à faire passer ce projet, non ? C'est pas une question de sous-estimation, mais ce dont on a pris conscience avec les événements, c'est de la capacité invraisemblable d'instrumentalisation de ce sujet par une partie du personnel politique. Parce que c'est aussi cela qui explique finalement... Vous savez, les débordements ont commencé
grosso modo le 25 mars dernier, au lendemain de la manif pour tous, lorsque la préfecture de police d'une part donnait un chiffre qui était déjà fort conséquent, 300 000 manifestants, on ne peut pas dire qu'on parle d'une poignée de personnes, c'est très important, mais enfin 300 000, et que des parlementaires de droite s'obstinaient à reprendre des propos invérifiables, prétendant qu'il y avait plus d'1 million de personnes. Ouais. À partir du moment où vous avez donc des parlementaires de droite qui s'expriment sur ce sujet en donnant une légitimité à ces propos étranges, qualifions-les d'étranges, eh bien, vous avez une remise en cause des institutions. Vous avez un procès qui est fait à la préfecture de police d'être partial, de ne pas être objective. Et donc, à ce moment-là, finalement, vous ouvrez la porte à tous les débordements parce que vous ouvrez la porte à la remise en cause des élus, des institutions, de la préfecture de police. Et moi, j'estime que les parlementaires de droite, pour le coup, ont une lourde responsabilité en la matière, qu'ils n'auraient jamais dû cautionner cette remise en cause républicaine, et qu'elle explique pour partie ce qui est en train de se passer. Alors, plus que le mariage pour tous, il y a ce qui est induit derrière, c'est-à-dire la PMA, voire la GPA. Or, sur la PMA, vous avez tenu, il n'y a pas longtemps encore, des propos précis, promettant de la faire voter avant la fin de l'année 2013. Alors, est-ce que vous maintenez ces propos ? Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie ? Je maintiens qu'une loi famille est en préparation qui sera présentée à l'automne 2013 au Parlement. Mais vous savez, moi je suis totalement respectueuse justement du débat démocratique. Donc moi j'estime que ce qui est important à dire aujourd'hui aux Français, c'est qu'une loi sur la famille, qui devrait intégrer en effet la question de l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, sera présentée d'ici l'automne prochain. Vous savez que le Conseil national d'éthique a été saisi par ailleurs de ce sujet, donc le travail est en cours. Donc si le Conseil national d'éthique dit non, vous renoncerez ou... Le travail est en cours. Le Conseil national d'éthique est une instance consultative, comme vous le savez, une instance consultative. D'abord, les avis d'une instance consultative... Enfin, s'il dit non, vous n'allez pas aller contre son avis. Non, mais juridiquement, les avis d'une instance consultative ne conditionnent pas, ne conditionnent pas ensuite la décision politique. Ils sont versés à la réflexion. Et puis deux, je crois qu'il y a une forme de simplification outrancière à considérer que le Conseil national d'éthique va forcément dire oui ou non. Je veux dire, il y a des nuances entre le oui et le non. Je pense que le Conseil national d'éthique va, a priori, s'exprimer avec sans doute l'acceptation de certaines choses, des réserves sur d'autres. Attendons qu'il rende cet avis avant de nous prononcer. Alors vos propos dataient du 28 janvier, c'était chez nos confrères de BFM TV. Vous disiez que se posait même la question de la définition, de la dénomination de la PMA en elle-même, pour qu'elle puisse passer d'une forme de stérilité médicale, aujourd'hui c'est ce à quoi sert la PMA, à une forme de stérilité sociale. Est-ce que ça aussi, ça fait toujours partie du projet et de vos souhaits en tant que ministre? D'abord, ça c'était un propos personnel, entendons bien, parce qu'on finit par accorder des statuts aux propos des uns et des autres qui ne sont pas justifiés et voilà. Est-ce que c'est la direction que prend le projet aujourd'hui? Et qui valide l'idée qu'on serait en désaccord les uns avec les autres. Donc il faut bien distinguer ce qui relève de l'appréciation personnelle et puis de ce qui est en train de faire le gouvernement. Donc s'agissant du gouvernement, je peux vous dire que le travail est en cours. Maintenant, s'agissant de la définition de la PMA, pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, je vous le dis, le Conseil national d'éthique rendra un avis beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, pour cette raison simple, c'est que ça pose un certain nombre de questions, en effet, notamment sur la nature de l'acte qui est réalisé, sur sa définition, sur son remboursement, par exemple, par la sécurité sociale, sur son ouverture plus ou moins large, couple, pas couple. Donc une PMA éventuellement pour les couples homosexuels, mais qui ne serait pas remboursée, c'est ce que vous êtes en train de débaucher devant nous? Non. Non, pas du tout. Non, je préfère être extrêmement précis, je n'ébauche rien du tout. Je vous dis que c'est ce type de questions que le Conseil national d'éthique aura à se poser en effet. On va parler de votre portefeuille des droits des femmes. Vous avez organisé la semaine dernière une conférence sur le plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder aux responsabilités dans les entreprises. Alors il y a 16 grands groupes, une quinzaine de grands groupes qui a signé une convention. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas des mesures plus contraignantes finalement, comme on le fait sur les listes électorales, notamment municipales qui approchent? Une règle qui fixe une parité dans les instances de décision des entreprises.
Avec les entreprises, il y a ce qu'on peut faire et puis ce qu'on ne peut pas faire. Je crois qu'à un moment donné, par exemple, introduire des quotas de chaque sexe dans les conseils d'administration des grandes entreprises, on peut le faire car le conseil d'administration est un objet identifié à une personnalité morale, que la loi peut dire que s'il ne respecte pas ces obligations-là, eh bien on peut, y compris le dissoudre, etc. En revanche, s'agissant des comités directeurs, des comités exécutifs des entreprises, qui sont des lieux importants de pouvoir, très peu féminisés. Hein. Je rappelle quand même que c'est 8% en moyenne dans les plus grandes entreprises de femmes. Eh bien, ils n'ont pas de personnalité morale. Chaque entreprise s'organise comme elle le souhaite. Parfois, il y en a 7, parfois, il y en a 12, parfois, il y en a 40. Et donc, du coup, c'est très difficile de légiférer. En revanche, ce qui est très important, c'est d'entraîner les acteurs, les entreprises en question, dans une dynamique qui est une dynamique positive et une impulsion dans laquelle elles-mêmes se fixent des objectifs. Et là, par exemple, les 16 entreprises que vous venez d'évoquer, qui sont quand même parmi les plus grandes de France, groupes, hein. Vous prenez, par exemple, je sais pas, le groupe Accor, qui s'est fixé comme objectif d'atteindre d'ici 2017 40% de femmes dans son comité directeur. C'est énorme, en fait. On a réussi, c'est une démarche de plusieurs mois, on a réussi non seulement à conscientiser, mais aussi à faire en sorte que ces entreprises se prennent en charge elles-mêmes. Or, derrière ces entreprises, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un certain nombre d'entreprises plus petites, de PME, qui sont leurs fournisseurs, leurs sous-traitantes, etc., qu'elles vont, d'une certaine façon, entraîner dans cette dynamique positive. Et moi, je crois beaucoup à la mobilisation des acteurs eux-mêmes sur ces sujets. Sur cette question du plafond de verre, il y a aussi une question bien particulière qui a été soulevée par nos consoeurs du Journal des femmes récemment, c'est la grossesse. Le Journal des femmes a publié une étude disant que la grossesse était manifestement un frein pour la carrière professionnelle des femmes. Est-ce que sur ce point précis, des pistes sont envisagées ? Oui, nous sommes en train d'y travailler pour une raison très simple, c'est qu'en effet, ça n'est quand même pas très normal que plus de 40% aujourd'hui des femmes actives estiment avoir été desservies dans leur parcours professionnel par leur grossesse. Or, d'abord, la loi prévoit des choses très précises sur l'interdiction de discriminer, le renforcement des protections à l'égard des femmes, y compris lorsqu'elles reviennent de grossesse pendant 4 semaines. Et puis, des choses très précises qui n'ont pas été mises en application là non plus. Et donc, nous allons renforcer tout cela sur la nécessité au sein de l'entreprise d'adopter des plans qui permettent, lorsqu'une femme revient d'une grossesse ou d'un congé parental, qu'elle puisse bénéficier quand même des primes versée à l'ensemble des salariés et qu'elle ne voit pas sa carrière retardée. Et même que, pour aller plus loin, un certain nombre d'entreprises exemplaires font cela, on puisse, lorsqu'une femme revient d'une maternité, la recevoir, être reçue donc par le DRH et faire un point avec elle sur les responsabilités qu'elle pourrait prendre, y compris dans un cadre où, par exemple, elle se mettrait en 80%. Les femmes peuvent occuper des responsabilités même si elles viennent travailler un peu moins chaque semaine. Ce n'est pas le problème du temps, c'est le problème de la performance, c'est le problème de la motivation. Et donc nous, on a en France une culture du présentéisme contre laquelle il faut absolument lutter parce que sinon, c'est clair qu'on porte préjudice aux femmes. Alors il y a la parité dans le domaine, dans la sphère publique aussi. Il y a 10 mois à peu près, on en avait parlé ensemble. Ouais. Vous aviez indiqué la création de sorte de vigile de la parité dans chaque ministère. Alors l'avez-vous fait et qu'est-ce que ça produit ? C'est extrêmement important. Donc, on a nommé dans chaque administration un haut fonctionnaire en charge de l'égalité homme-femme. Quelle est la responsabilité de chacun de ces hauts fonctionnaires que nous réunissons régulièrement et avec lesquels nous travaillons ? Elle est double. La première, c'est de veiller à ce que dans la gestion des ressources humaines de sa propre administration, il y ait de fait égalité dans l'accès aux responsabilités entre les hommes et les femmes. Et je vous rappelle à cet égard que nous avons pris un engagement sur lequel nous serons jugés, qui est extrêmement important, c'est d'atteindre d'ici 2017 les 40% dans toutes les responsabilités importantes de l'administration, 40% au minimum de chaque sexe. Donc là encore, je crois qu'on pourra juger sur les chiffres. Et puis la deuxième responsabilité de ce haut fonctionnaire en charge de l'égalité homme-femme, c'est de veiller à ce que dans les politiques sectorielles conduites par son administration ou son ministère, je sais pas, l'agriculture, la justice, etc., eh bien, la question de l'égalité homme-femme soit en permanence présente et portée. Et c'est vrai qu'au fond, si on n'y prend pas garde, cette question disparaît et on adopte des politiques dont on ne se rend pas compte que finalement elles creusent
la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Or, aujourd'hui, il est des politiques dans lesquelles il faut faire au contraire un effort supplémentaire pour soutenir les femmes. Je vous en donne un exemple. Par exemple, on voit bien que les familles monoparentales dans notre pays, qui se sont multipliées, sont essentiellement composées de femmes à leur tête, quasiment 80%. Donc, du coup, il y a un certain nombre de questions très spécifiques qui se posent, parce que sur la garde d'enfants, sur l'accompagnement dont bénéficient ces femmes, sur la façon dont on les soutient par la solidarité, etc. Eh bien, on ne peut pas se poser ces questions-là si on n'a pas à l'esprit qu'elles sont essentiellement composées de femmes, plus que d'hommes, etc. Donc, il y a plein d'implications pratiques. Donc, ces fonctionnaires, ils servent à cela. Alors, l'autre volet, c'est les élections. Donc, la loi électorale qui est en fin de parcours au Parlement, on dit qu'il y aura des scrutins de liste dans des communes jusqu'à 1000 habitants. Donc, c'est petit. Et il y a beaucoup de maires, alors là, c'est pas moi qui parle, mais il y a beaucoup de maires qui disent, mais c'est extrêmement difficile. Il va falloir qu'on qu'on ne reconduise pas des hommes qui sont peut-être compétents, qui ont envie, qui sont disponibles, pour trouver des femmes. Et là, on a du mal. Est-ce que c'est pas un peu brutal? Enfin voilà, c'est leur réflexion. Qu'est-ce que vous réagissez à ça? D'abord, il faut vraiment battre en brèche l'idée que l'arrivée des femmes en politique se ferait au détriment des hommes. Je crois que l'arrivée des femmes en politique, d'une certaine façon, nous permet, et toutes ces règles de parité, nous permet de renouveler profondément la vie politique. Et qu'en réalité, ce qu'on réussit à obtenir pour les femmes, par exemple, est extrêmement utile, y compris pour les jeunes, qu'on ne voit pas beaucoup en politique. Donc il y a quand même un phénomène de souffle, de renouvellement, d'appel d'air qui est extrêmement intéressant, lié à la loi sur le non-cumul des mandats qu'on évoquait tout à l'heure, et lié aussi à ces règles qui incitent chaque parti à veiller à la diversité des parcours en son sein et à ne pas présenter toujours les mêmes qui se ressemblent tous. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Donc ça, ce sera utile, y compris aux hommes. Ensuite, dans les petites communes, je ne dis pas le contraire, ce sera difficile en effet, parce qu'il y a aussi une part d'autocensure de la part des femmes qui ne veulent pas nécessairement se présenter à des élections, qui estiment que les réunions de section tardives, etc., c'est trop compliqué avec leur vie de famille. Mais donc du coup, ça va inciter là encore les partis à se poser la question de l'articulation des temps de vie personnels et politiques, tout comme les entreprises doivent se poser la question de l'articulation des temps de vie personnels et professionnels. Et c'est un bien en soi, ça va nous permettre de modifier nos règles pour faire en sorte que nous soyons, nous, le paysage politique réellement représentatif de la société. Je trouve que c'est une bonne chose. Le temps passe, Najat Vallaud-Belkacem. On va passer à la toute dernière séquence de cette émission. Ce sont les 5 dernières minutes. Le film de la semaine, une actualité pour ces 5 derniers jours. On vous demande de la commenter. C'est Michel qui commence. Oui, avec une actualité et régionale et nationale. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de chez Jean-Marc Ayrault. On connaît les réserves de la Commission. Il n'y a pas non plus d'abandon du projet. Alors pour vous, il se fera ou il ne se fera pas cet aéroport ? Oui, il se fera comme l'a voulu le Premier ministre, c'est-à-dire dans l'écoute des arguments des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réserves qui ont été émises, qui disent justement comment on peut améliorer le projet. C'était de cela qu'il s'agissait avec cette commission. Comment faire en sorte que ce projet soit à la fois efficace économiquement, responsable écologiquement, durable pour tous ceux qui entourent ce projet. Je crois vraiment qu'il faut avoir une chose en tête, c'est que si le Premier ministre s'est engagé comme maire de Nantes d'abord, puis aujourd'hui, à ce point-là en faveur de ce projet, ce n'est pas par lubie. C'est un projet qui est discuté depuis des décennies dans ce territoire, qui est un projet dont d'ailleurs le principe a été acté il y a une dizaine d'années, qui est un projet au service économique de ce territoire. Mais est-ce que l'État a à voir là-dedans? Parce qu'après tout, c'est une décision de collectivités locales, territoriales qui ont toutes voté pour. Oui, absolument. Donc, raison de plus pour faire respecter cette décision. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Au moment où on parle de décentralisation. Au moment où on parle de décentralisation. Oui, mais l'État est là pour faire respecter l'ordre public. Et je vous rappelle que ce qui est en cause, au fond, de quoi on parle quand on dit Notre-Dame-des-Landes? On parle d'un certain nombre de manifestants qui ont occupé de façon indue un terrain alors qu'ils n'avaient pas à être là. Donc l'État s'y implique en envoyant les forces de l'ordre. Il est alors
reprocher à l'État de le faire, mais je vous redis pourquoi nous le faisons. D'abord pour faire respecter l'ordre public, ensuite parce que c'est une décision légitime qui a été prise en effet par les collectivités locales, puis il se trouve troisièmement que ça sert l'intérêt économique du territoire. Voilà. On passe donc à l'actualité du mercredi 10 avril. Alors c'était un peu masqué par l'affaire Cahuzac qui a beaucoup occupé le Conseil des ministres, mais l'acte 3 de la décentralisation a été présenté à ce Conseil des ministres. Alors face à la grogne des élus locaux qui ne veulent pas perdre bien sûr leurs prérogatives sur leur territoire, le gouvernement a décidé de découper en 3 le projet. Donc ce sera 3 groupes d'articles de loi. C'est une façon de temporiser plutôt que de mécontenter les maires à l'approche des sénatoriales notamment de septembre 2014. Est-ce que ce millefeuille administratif va enfin être simplifié ? D'abord, il y a là encore un malentendu à lever. La grande réforme de décentralisation du début des années 80, elle s'est faite par le biais de plusieurs projets de loi aussi. Donc ce n'est pas une nouveauté de présenter des projets de loi successifs qui portent sur des choses différentes. Est-ce que tous vont passer avant les sénatoriales de septembre 2014, par exemple ? Le premier sur les métropoles notamment va passer d'ici la fin de l'été, enfin avant l'été. Avant l'été, normalement, il devrait être adopté avant l'été. Puis ensuite, les autres suivront. Pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de tactique derrière cela. Il y a la volonté de construire avec les collectivités locales, chacune dans ses compétences réaffirmées. Et renforcé comme chef de file, parce qu'il s'agit bien d'un chef de fila qui est prévu pour chacune des collectivités métropoles, donc là où elles vont se mettre en place, dans les grandes agglos en particulier, Paris, Lyon, Marseille, région, département. À Lyon, on sait que ça ne se passe pas très bien, puisque la compétence économique dépend à la fois de la métropole et de la région, selon le texte. Et M. Kéran, qui est le président du conseil régional, est déjà en bisbille avec M. Collomb, qui est le maire de Lyon. Vous connaissez bien la situation locale, puisque vous êtes une élue de Lyon à l'origine. Est-ce que ce projet va se faire ? Donc pour répondre à votre question, d'abord, chacune de ces collectivités est réaffirmée dans sa légitimité. C'est-à-dire, il y a quand même eu un moment où qui aura la compétence du développement économique par le biais des conseillers territoriaux, fusionner deux collectivités. Vous vous souvenez, ça c'était auparavant. Aujourd'hui, chacune de ces collectivités est réaffirmée de façon efficace dans ses compétences. S'agissant de l'économie, on a à Lyon, c'est vrai, une expérimentation qui est très particulière, qui ne vaut pas pour les autres territoires, dans laquelle une agglomération, donc la communauté urbaine de Lyon, et un conseil général ont réussi à s'entendre pour fusionner, pour le coup, et pour mutualiser leurs moyens. Je trouve que c'est quand même assez extraordinaire pour être souligné, parce que d'abord en termes d'économie en dépenses, ça va avoir des effets importants, en termes d'efficacité aussi, parce qu'on sait bien que dans un certain nombre de zones très urbaines comme les Lyons, le rôle et l'impact des conseillers généraux n'est pas le même qu'en territoire rural, donc il y a cette spécificité aussi à laquelle le gouvernement a voulu être extrêmement attentif. Donc oui, la métropole aura un rôle important à jouer, mais non, ça ne se fera pas au détriment de la région. Donc, la loi va préciser les compétences des uns et des autres. Jean-Jacques Kéran. La loi va préciser cela. Mais moi, je suis aussi extrêmement attachée au rôle des régions. Je crois que c'est le bon niveau aussi pour être chef de file sur un certain nombre de thématiques qui sont quasiment des thématiques européennes aujourd'hui et dans lesquelles les collectivités locales ont un rôle à jouer et sont attendues par leurs voisines. Jeudi, affaire Cahuzac toujours, c'est Pierre Moscovici qui est la cible de l'opposition au Sénat. Il s'est défendu ardemment, on l'a rarement vu d'ailleurs autant en colère pour dire à quel point il ne savait rien. Mais on a quand même du mal à imaginer qu'un ministre de tutelle, donc de l'économie et des finances, qu'un Premier ministre, qu'un président de la République, que personne n'ait rien su ou n'ait pas eu de doute. Vous nous confirmez ça aujourd'hui, que vraiment personne ne savait rien ? Ce que je vous confirme absolument, c'est que d'abord le président de la République, le Premier ministre, lorsqu'il s'exprime au Conseil des ministres en particulier, qui suit les révélations de Mediapart, ignore tout de ce compte suisse, de ce compte caché de M. Cahuzac. Ce que je vous confirme, c'est que cette discussion dont on a beaucoup parlé dans la presse, les yeux dans les yeux, etc., pour la résumer, a eu lieu. J'en ai vu une partie sous mes yeux et j'ai vu la façon dont Jérôme Cahuzac a nié les allégations de Mediapart. C'est vrai que nous sommes tous posé la question à ce moment-là. Vous voulez que je vous dise ? Moi-même, j'ai demandé à avoir un entretien
en tête à tête avec lui pour le sonder moi-même. Je me disais, peut-être arriverai-je à détecter quelque chose. Vous l'avez eu? Je l'ai eu, bien entendu, je l'ai eu. Je l'ai eu et je peux vous dire qu'on n'a rien pu détecter. Pas simplement parce qu'il niait absolument et avec un aplomb qu'on peut qualifier aujourd'hui de cynisme, mais parce que derrière Jérôme Cahuzac, il y a la fonction qu'il avait occupée jusqu'à présent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est soi-même, et je crois vraiment que François Hollande, Jean-Marc Ayrault par exemple, le sont parfaitement honnêtes, lorsqu'on est soi-même parfaitement honnête, on n'imagine pas qu'un homme qui a été président de la commission des finances, qui s'est occupé des finances du pays, qui a eu à monter au créneau sur les affaires tapis, sur les affaires Vandel, etc., puisse être lui-même malhonnête. Vous avez peur aujourd'hui qu'il y ait une autre affaire qui sorte ou qu'il y ait d'autres révélations dans le cadre de cette affaire-là? Vous redoutez ça ou maintenant vous avez une certitude complète, une connaissance complète du dossier et vous dites ça y est, c'est bouclé, il ne se passera plus rien? Vous savez, entre le mois de décembre et aujourd'hui, pour ce qui est de nos moyens de connaissance et d'investigation, j'allais dire, il n'y a pas eu de changement. Au mois de décembre, nous avons décidé de laisser fonctionner l'enquête, la justice et les médias par ailleurs. Liberté de la presse, indépendance de la justice. Aujourd'hui, nous respectons toujours ces règles. Nous ne nous sommes pas mis à charger je ne sais quelle police secrète d'une enquête plus spécifique compte tenu de ce qui s'est produit, parce que nous estimons que la meilleure façon de faire respecter, pour le coup, les règles républicaines, c'est de laisser les institutions fonctionner. Et d'ailleurs, ces institutions ont tellement bien fonctionné qu'elles ont permis que l'affaire Cahuzac éclate au grand jour. C'est si elles n'avaient pas fonctionné que l'affaire n'aurait pas éclaté. Nous ne nous sommes jamais comportés dans cette affaire comme une espèce de clan cherchant à couvrir je ne sais quelle malversation. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois je trouve qu'il y a une espèce d'amalgame dans les propos des observateurs. Quand François Hollande s'engage pour l'exemplarité, il ne parle pas de changer la nature des hommes, il n'en a pas le pouvoir. Il parle de faire en sorte que sous sa gouvernance, sous sa responsabilité, on ne couvre jamais de malversation, on ne se comporte pas en clan, comme on l'a vu par le passé, on laisse les institutions fonctionner librement et en toute indépendance. Et ça a été le cas en décembre, en janvier, en février, et c'est le cas aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, s'il devait y avoir autre chose, eh bien c'est à l'enquête, à la justice ou à la presse de le démontrer, mais moi je voudrais qu'on arrête avec cette suspicion généralisée. D'ailleurs, pour le coup, la transparence qui va se faire sur les déclarations de patrimoine, avec toutes les règles que j'évoquais tout à l'heure de contrôle et de vérification des dires et des uns et des autres, va, je l'espère, mettre un terme à cette suspicion généralisée. On passe à la question du vendredi 12 avril. Alors, on l'a bien compris, hein, l'autre actualité de la semaine, c'est aussi le mariage pour tous. Alors, il a été voté au Sénat vendredi. Il revient au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, ce mercredi. Donc, ce sera somme toute une validation, puisque l'Assemblée l'a déjà voté. Question simple, quand auront lieu les premiers mariages? Est-ce que vous avez une idée? C'est bien de parler de ça, ça nous remet un peu dans l'enthousiasme, parce que c'est vrai que, oui, vous avez raison de le préciser, donc une fois que ce projet de loi aura été adopté, on parle quand même de célébrer des événements qui sont heureux. Est-ce qu'on sait déjà quand aura lieu le tout premier mariage? Écoutez, a priori, j'imagine que d'ici avant l'été, ce sera possible. Donc, parce que dès ce printemps? Oui, enfin avant l'été, donc j'imagine au mois de juin. Ça n'est qu'un sentiment que j'ai, mais en gros, il faut le temps que le texte soit adopté à l'Assemblée nationale. S'il est adopté en termes conformes aux amendements qui ont été apportés par le Sénat, donc il n'y a plus de nécessité qu'il repasse devant le Sénat. Et ensuite, il faut donc le décret d'application, etc. Donc tout cela prend quelques semaines. J'imagine que le mois de juin doit pouvoir être le bon. On revient au week-end qui a été marqué donc par ce Conseil national du Parti socialiste dont on parlait tout à l'heure, consacré normalement aux élections municipales qui ont lieu dans un an. Est-ce que vous êtes inquiet de l'impact du climat actuel sur ces élections? Sur les élections municipales, oui.
Bon, d'abord, que le climat soit difficile, c'est un fait. Je vais sûrement pas le nier ou le minimiser. Mais enfin, le climat est difficile, notamment parce qu'on est en période de crise et que les gens, évidemment, vous savez, ce qui me frappe, c'est quand vous regardez les enquêtes d'opinion, c'est que les 2/3 des Français ne croient pas en leur avenir. Les gens ne voient pas le bout de la sortie de crise. Et donc, par définition, c'est toujours difficile de se présenter aux élections dans un contexte comme celui-là. En même temps, Jean-François Copé parle d'une vague bleue. non, en même temps, d'abord, moi je pense que les Français, malgré tout, ont conscience que depuis 10 mois, des mesures ont été prises. Ils regrettent, ils déplorent qu'elles n'aient pas encore d'effet sur leur vie personnelle, quotidienne. Mais c'est normal, je veux dire, quand on adopte les contrats de génération, les emplois d'avenir, l'accord national interprofessionnel pour la sécurisation de l'emploi ou encore le crédit impôt compétitivité, les effets s'en feront sentir dans quelques mois. Mais les Français, je crois, ont conscience que dans quelques mois, il va y avoir une sortie malgré tout. Donc il y a cela qui joue et je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer leur capacité à comprendre l'importance du temps. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en tout état de cause, les élections municipales, vous savez, ne se jouent pas tant que ça sur ce qui se passe au niveau national. À mon humble avis, pour y avoir souvent participé, j'ai le sentiment qu'au niveau municipal, de toute façon, on vote pour un homme ou une femme, pour une équipe, sur un bilan. Au fond, je crois que c'est comme ça qu'on peut se retrouver parfois à avoir finalement dans les collectivités locales une couleur politique qui est différente de celle qui est au niveau national. C'est parce que de plus en plus les citoyens sont des citoyens nationaux mais aussi des citoyens locaux et qu'ils font bien la part des choses de toute façon entre ce qui relève de la qualité de vie, l'environnement, tout ce qui dépend d'une collectivité locale et puis ce qui relève des décisions économiques, sociales qui dépendent du niveau national. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci encore Najat Vallaud-Belkacem d'être venue sur le plateau de l'Internaute et de Ouest France. Merci Michel. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout restez connectés pour connaître notre prochain invité. À très bientôt.